Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents ce matin pour cette réunion d'information destinée et dédiée à l'escalier numérique, intitulée donc Comment préparer les transformations à venir au sein de votre entreprise. Nous avons souhaité transformer ce webinaire plutôt en réunion classique sur Zoom, de façon notamment à faciliter l'échange et les interactions tout au long de ce webinaire. Vous avez la possibilité, bien sûr, de poser vos questions via l'onglet de discussion présent sur l'application Zoom. Et puis, nous aurons l'occasion également d'échanger ensemble lors de la période dédiée aux questions et aux réponses à la fin des présentations. Je souhaitais également vous indiquer que cette séance sera enregistrée et elle sera ensuite diffusée en replay via les différents canaux de communication de l'UDES. Je voulais également vous préciser le programme. Je vais laisser la parole en quelques instants à Sébastien Darigrand, directeur général de l'UDES. Je reprendrai ensuite la parole, peut-être me présenter rapidement. Donc, Erwan Martin, je suis responsable du développement territorial et de la vie du réseau à l'UDES. Et je laisserai enfin la parole à Olivier Laure-Blanchet, qui est conseiller technique emploi formation à l'UDES. Voilà, donc sans plus attendre, Sébastien, je vous donne la parole pour l'introduction de cette séance de travail. Bonjour à toutes et à tous. C'était important de se réunir aujourd'hui pour vous présenter les travaux et l'avancée des travaux sur l'opération qu'on appelle de façon un peu barbare l'EDEC-ESS, l'engagement pour le développement de l'emploi et des compétences dans l'économie sociale et solidaire, qui s'inscrit dans un cadre large de mobilisation de l'UDES sur plusieurs dimensions, bien entendu les dimensions de négociation à travers la négociation en cours d'un accord sur la transformation numérique. On aura l'occasion d'en dire quelques mots en conclusion, mais aussi des outils très dédiés pour les employeurs via les syndicats d'employeurs pour permettre effectivement d'accompagner cette transformation numérique qui est devant nous, qui est déjà avec nous, qui est devant nous et qui nous permet effectivement d'avoir des leviers d'action assez concrets. Alors, le projet et les outils qui vont vous être présentés ce matin s'inscrivent dans le cadre d'un appel à projet qui a été, sur lequel l'UDES a répondu en 2018 en lien avec Uniformation, qui est l'opérateur de compétences LOPCO de la cohésion sociale, et en lien avec 3 organisations syndicales de salariés qui nous accompagnent sur ce projet, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. On s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le PIC, c'est-à-dire le plan d'investissement dans les compétences, qui accompagne notamment les personnes fragiles et les personnes peu qualifiées. Donc, on s'inscrit dans ce cadre-là et dans le cadre d'un dispositif large avec un budget ambitieux d'1,2 million d'euros sur 3 ans, qui nous permet effectivement d'accompagner les entreprises du secteur de l'ESS à travers 2 axes. Le premier, c'est outiller la prospection compétences dans l'ESS, notamment remettre à jour toute la base de données compétences qui existe aujourd'hui au sein de l'OPCO Cohésion Sociale, qui regroupe la plupart des branches professionnelles de l'économie sociale et solidaire dans le champ de l'UDES. Pas toutes, mais quand même une grande partie. Et puis, le deuxième axe, c'est outiller la transition numérique dans l'ESS, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ensemble. Donc, sur les objectifs de cette opération, nous avons plusieurs objectifs, 4 objectifs et 4 actions opérationnelles. Donc, le premier objectif, c'est bien d'aider les entreprises à relever le défi de la transition numérique. On est bien là-dessus, c'est tout à fait structurant. Pour cela, il faut d'abord identifier les impacts sur l'organisation du travail, les métiers, les compétences en tant qu'employeur, accompagner notamment les petites structures à prendre en main des outils de façon opérationnelle. C'est bien d'abord les PME, TPE qui sont visées dans ce cadre de cette mutation, dans le cadre de ce projet, et alimenter l'évolution de l'offre de formation, puisque bien évidemment, l'offre de formation est amenée à évoluer en fonction des nouvelles transitions numériques.
Alors pour ça, nous avons 4 activités et actions prévues dans le cadre de cet EDEC, qui sont déjà très avancées et sur lesquelles on va revenir ce matin. La création d'un outil d'autodiagnostic sur la maturité numérique des entreprises, donc avec une approche globale qui a été donc conçue par Uniformation. Une étude de l'impact du numérique sur les métiers et les compétences qui permet de remettre à jour effectivement la base de données compétences et de regarder comment le numérique s'inscrit dans le développement de l'évolution des compétences. Des parcours de formation innovants au numérique pour les publics en difficulté et donc une opération nationale d'accompagnement et de déploiement dans tous les territoires qui s'appelle l'escalier numérique, ESS Escalier numérique, et qui permet effectivement aux entreprises de l'économie sociale et solidaire d'être accompagnées sur le développement de l'ensemble de ce parcours d'action. Alors, il y a donc plusieurs objectifs généraux de cet escalier numérique qui va vous être présenté ce matin. Sensibiliser les structures aux enjeux du numérique, on l'a dit, permettre à chacun de progresser dans sa maîtrise des outils digitaux. On voit aujourd'hui qu'il y a un vrai enjeu, et quand on regarde les premières études qui ont été mises en place suite à l'autodiagnostic numérique, on voit qu'il y a 80% des structures aujourd'hui qui ont besoin de maturer sur cet enjeu du numérique dans l'ESS. Donc, on voit aujourd'hui que ce n'est pas évident et qu'il y a besoin d'accompagner très fortement ces mutations. Et il y a un besoin très fort d'outillage et d'être structuré et accompagné pas à pas dans la mise en place de ces mutations. Et puis, de diffuser les outils élaborés dans le cadre de l'EDEC et de favoriser leur appropriation. C'est le cas de l'autodiagnostic, c'est le cas de la base de données compétences et c'est le cas, bien entendu, de tous les outils d'accompagnement des entreprises à la maturation de la digitalisation des activités. Donc, ce matin, nous nous inscrivons dans une déclinaison d'une opération qui a été lancée en réalité le 1er février dernier, en présence de Bruno Lucas, directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle, et de David Clouseau, à la fois président de l'OPCO Cohésion sociale et président de la commission des affaires sociales de l'UDES. Ce lancement nous a permis de commencer à poser des jalons sur l'ensemble des activités qui vont être présentées ce matin. Des événements en région ont eu lieu et sont toujours en cours dans les régions UDES, donc avec 10 interventions réalisées qui ont réuni 120 participants et au total vraisemblablement 150, avec donc l'ensemble des régions ont été rencontrées sur ces activités, et deux régions restant en cours, la Bretagne et Grand Est, mais globalement, il y aura 150 personnes qui auront été formées sur cette partie escalier numérique. Et puis, un appui continu de l'UDES à travers un centre ressources qui permet effectivement aux acteurs d'être outillés sur ce point-là. Et puis, aujourd'hui, nous sommes là pour conforter les présentations réalisées en région, permettre aussi à ceux qui n'étaient pas présents lors des dernières sessions de pouvoir avoir en quelque sorte une session de rattrapage pour permettre effectivement d'aller plus loin. Notamment, on pense aux membres des commissions nationales de l'UDES. J'ai vu un certain nombre de personnes qui participent à nos travaux, notamment au sein de la commission emploi, formation, diversité, mais aussi les membres du groupe de dialogue social. Il s'agit de répondre à vos questions, il s'agit de s'inscrire dans une logique de partage et de vous livrer les premiers enseignements généraux de l'autodiagnostic de maturité numérique des structures, avec quelques surprises, vous allez voir, sur la façon dont les entreprises de l'ESS abordent les sujets. Donc voilà, les actions donc proposées. Avant de relaisser la parole à Erwan sur la mise en place la définition de la maturité numérique de la structure et comment mesurer sa maturité numérique au niveau de son entreprise. Ce sera le premier point. Il y aura aussi le repérage des compétences numériques indispensables pour avancer dans l'évolution de son projet et la conduite de son changement sur ce sujet. Et enfin, assurer l'inclusion numérique des salariés des premiers niveaux de qualification qui nous paraissait tout à fait structurant et qui correspond d'ailleurs à ce que le plan d'investissement dans les compétences demande dans le cadre de la mise en place de cet EDEC. Voilà.
que je voulais, moi, vous dire. Et sans plus tarder, je repasse la parole à Erwan pour la déclinaison opérationnelle des outils. Merci Sébastien. Je vais effectivement donc vous présenter le premier sujet qui concerne la mesure de la maturité numérique des organisations, des structures de l'économie sociale et solidaire. Vous allez voir que dans la présentation, une certaine logique vous sera partagée au travers de différents mécanismes et outils, sachant qu'il y a une forme de continuum du coup dans cette présentation, vous verrez. Mais ce qui est important de dire, c'est l'agilité et la souplesse de ces outils qui peuvent être utilisés de façon indépendante les uns des autres, et ce qui permet aussi de répondre de façon plus focus à certaines priorités ou certaines problématiques que les organisations rencontrent, et ainsi d'avoir donc une réponse adaptée, ce qui n'est pas nécessaire si vous ne souhaitez pas intégrer l'ensemble du processus. Alors peut-être sur l'outil d'autodiagnostic de l'EDEC, Olivier, on peut passer à la slide suivante. Vous allez voir que les outils qui vont vous être proposés là sont raisonnablement, on peut le dire, assez faciles d'accès. Et surtout, ils sont à la portée de toutes les structures. C'était, je dirais, une condition sine qua non et un élément essentiel et un préalable de remplir cet objectif que de pouvoir atteindre les cibles de façon très large et de pouvoir accompagner l'ensemble des organisations. Donc, comme ça a été dit, hein, le projet et notamment cet outil d'autodiagnostic entre pleinement donc dans les decks, et l'outil, vous pourrez le trouver directement sur le site d'Uniformation. Cet outil-là est en place et disponible depuis avril 2020. Les objectifs sont simples, c'est à la fois d'accompagner les dirigeants des organisations pour mesurer leur degré de maturité numérique globale, et le point qui est important, c'est le terme global, puisque vous allez voir que ça couvre quand même de façon assez générale l'ensemble des éléments couvrant la question du numérique, et notamment donc les TPE, d'offrir bien sûr des ressources et donc des réponses aux résultats de ce diagnostic de façon très concrète par la mise en place d'un centre de ressources. On y reviendra dans quelques instants. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir donner des réponses concrètes. Et puis, il y a également l'outil d'autodiagnostic Didactem, qui, lui, est un outil qui est complémentaire, qui a reçu le soutien de l'EDEC pour sa diffusion, et qui vient compléter aussi le dispositif, mais sous un angle bien particulier, puisque pour cet outil-là, il s'agit de mesurer notamment la question des conditions de travail au regard de l'organisation numérique de l'organisation. Slide suivante. Donc, je vais vous présenter en deux temps plusieurs éléments. D'abord, l'outil d'autodiagnostic avec trois grandes étapes que je vais partager avec vous assez rapidement. D'abord, vous allez voir de façon assez concrète la présentation de l'outil et la façon dont on aborde le questionnaire qui permet de mesurer la question de la maturité numérique. Deuxièmement, de visualiser bien sûr les résultats de ce questionnaire. Et troisièmement, l'accès aux réponses pouvant être apportées aux problématiques relevées par le questionnaire, ou aussi les choses qui vont bien et qui permettent d'aller aussi plus loin dans l'organisation de sa structure. Et dans un deuxième temps, de façon, je dirais, en avant-première, on va également vous partager les premiers résultats des autodiagnostics qui ont été alimentés par les organisations de l'économie sociale et solidaire depuis ces derniers mois. Et vous verrez des résultats assez clairement affichés sur la question du numérique. Alors, donc, on va passer directement sur l'outil. Donc, bien sûr, la première étape, c'est bien sûr de répondre au questionnaire. Comme vous le voyez à l'écran, l'outil est hébergé sur le site d'Uniformation, mais pas de problème, puisque l'outil est disponible pour toutes les organisations et toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, même si elles sont rattachées à un autre OPCO. Il n'y a pas de condition
particulière pour y accéder. Et donc, c'est aussi ce qui fait sa force, c'est bien sûr sa disponibilité pour l'ensemble des organisations. Vous verrez plusieurs choses sur cette slide. D'abord, le secteur d'activité qui n'a pas nécessairement d'impact sur le diagnostic en tant que tel, mais qui nous permet, et on le verra dans quelques instants, notamment de pouvoir bénéficier de résultats statistiques, notamment en lien avec les résultats de ces autodiagnostics. Sur la gauche, vous voyez 4 onglets. Les 3 premiers sont en fait les 3 grands thèmes qui donnent un peu, je dirais, la carcasse, si j'ose dire, de l'autodiagnostic. On a 3 grands thèmes qui nous permettent d'évaluer cette maturité. Premier thème, c'est la culture numérique de l'organisation. Deuxième thème, ce sont les projets de la structure et ses relations avec ses partenaires, donc plutôt le lien avec l'extérieur. Un troisième thème qui est celui de l'organisation interne de la structure et les conditions de travail, donc évidemment dans le cadre de la relation entre employeurs et salariés. Vous voyez un 4e onglet qui s'affiche, donc contact et données de l'organisation. Ce sont des données qui sont complètement anonymisées, on y reviendra dans quelques instants, mais là aussi, de cette façon, cela nous permet de pouvoir étudier des statistiques, bien sûr, et ça va sans dire dans le cadre du respect du RGPD. Sur la slide suivante, donc, vous voyez à l'écran de façon très, très concrète, de façon assez facilitée, l'élaboration de ce questionnaire. Il faut savoir que pour mobiliser pleinement ce questionnaire, comptez entre 10 et 15 minutes, donc ce qui est quand même relativement rapide. Je vais vous présenter là donc de la façon avec laquelle ces 10 et 15 minutes peuvent être mobilisées pleinement pour mesurer cette maturité. Vous voyez tout d'abord à gauche, on retrouve les 4 items sur l'autodiagnostic et ce qui est en bleu, en fait, permet d'identifier en gros le work in progress, c'est-à-dire la progression du questionnaire et l'alimentation des réponses sur ce sujet-là. Il faut savoir que sur ces 3 items, vous allez retrouver en gros 7 sous-thèmes, on y reviendra dans quelques instants, pour lesquels une série de questions sont proposées. Pour chacune des questions, et ça c'est plus un aspect pratico-pratique, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir cliquer sur le petit point d'interrogation affiché ici à l'écran, qui permet notamment de préciser et de contextualiser la question et de cette façon d'optimiser efficacement la réponse à y apporter. La slide suivante. Donc, vous pouvez voir, comme je l'ai indiqué à l'instant, pour le 4e onglet, l'intégration de quelques données pour qualifier l'organisation répondante. Vous voyez qu'il n'y a pas de données personnelles. C'est vraiment de qualifier les organisations ou les structures de l'économie sociale et solidaire répondantes à ce questionnaire. Et vous allez voir, ça nous permet, bien sûr, de pouvoir émettre des statistiques, comme je l'ai déjà indiqué. Donc, une fois que vous avez répondu à toutes les questions, au bout de 10-15 minutes, rempli ce dernier onglet, vous pouvez cliquer sur « Valider le questionnaire » et vous accédez, bien sûr, aux résultats. Alors, ce qui est intéressant ici à l'écran, c'est que quand vous cliquez sur « Valider les résultats », vous arrivez sur cette petite fenêtre et vous pouvez la remplir en fonction de votre structure. Il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes rattaché à l'OPCO Uniformation, dans ce cas, on vous demandera de vous connecter à votre espace et puis en intégrant bien sûr votre numéro ICOM et votre mot de passe. Ce qui est intéressant évidemment pour celles et ceux qui sont rattachés à Uniformation, c'est que derrière, vous avez le lien direct avec votre dossier personnel avec Uniformation et de bénéficier de l'accompagnement adapté qui va avec. Pour les organisations qui ne seraient pas du ressort d'Uniformation, pas de souci, c'est ce que je vous disais, il suffira simplement de cliquer sur « Résultats » en bas de l'écran ici affiché et d'avoir la possibilité d'accéder à l'ensemble des données. Une fois que vous êtes connecté et que vous cliquez sur « Résultats », vous arrivez sur, précisément, la visualisation des résultats de votre organisation. Donc, on va peut-être commencer, à l'inverse des aiguilles d'une montre, par la note globale qui est affichée tout de suite à l'écran. Donc, par exemple, pour cette organisation, la note est de 6,6 sur 10. Donc, c'est l'indicateur, c'est l'évaluation de l'autodiagnostic au regard des réponses qui ont été apportées. Cette note, elle est bien sûr adaptée au regard aussi du profil de l'organisation.
on y reviendra dans quelques instants, mais il faut peut-être nuancer cette note globale qui, de prime abord, est plutôt positive, elle est au-dessus de la moyenne, elle est plutôt de bon niveau. Néanmoins, il est nécessaire de pouvoir regarder plus en détail, évidemment, l'évaluation faite par l'autodiagnostic, et on descend un petit peu plus bas, et vous voyez les 3 niveaux qui sont affichés ici, sur les 3 thématiques principales qui ont été évaluées. Vous savez, les 4 onglets, donc les 3 premiers concernent bien sûr le cœur du sujet et le cœur de l'évaluation. Et quand vous regardez, eh bien, on voit tout de suite que l'organisation a plutôt une très bonne note concernant la culture numérique, avec une note de 7 sur 10, avec une note plutôt honorable sur la question des relations avec l'extérieur, 6,7 sur 10, et puis une note tout en nuance de 6,4 concernant l'accompagnement des collaborateurs et sur la question des conditions de travail. Et puis, vous avez encore un peu plus de détails. Vous voyez à l'écran, avec j'appelle cette toile d'araignée, mais ce n'est pas une toile d'araignée, c'est en tout cas le reflet de l'évaluation de votre organisation sur la question de la maturité numérique, où là, vous avez les notes qui permettent d'identifier ce qui va bien, ce qui va moyennement et donc avec une marge de progrès, et des choses qui, clairement, peuvent être largement améliorées, et donc des réponses apportées à ces perspectives. Donc, par exemple, vous voyez que les équipements numériques sont à 9, donc c'est plutôt très bon augure. La présence sur le web est à 5,3, donc ça veut dire qu'il y a quand même une marge de progrès assez importante sur cette question-là. Et puis, on voit que, par exemple, l'organisation interne et les conditions de travail sont à 6,2. Donc, il y a sans doute une marge de progrès pouvant être intégrée pour cette organisation. Bref, en tout cas, cette synthèse vous permet d'avoir une évaluation au bout de ces 10-15 minutes d'intégration des données de votre maturité numérique. Au regard de ces résultats, et c'est la slide suivante, c'est bien sûr de vous donner des solutions, de vous donner des recommandations, de vous donner des boussoles qui vous permettent de bénéficier d'une assise et de ressources pouvant répondre aux problématiques qui ont été distinguées, qui ont été pointées par cet autodiagnostic. Le résultat est très important puisqu'il conditionne la façon dont les ressources sont ainsi présentées. Plus la note globale est haute, ou même les notes par item, plus les notes sont hautes, plus les ressources seront bien sûr qualifiées. Plus les notes sont modestes et plus les ressources de base sont partagées de façon à accompagner au mieux, avec adaptabilité, les organisations, les structures de l'ESS pour améliorer leurs conditions sur la question du numérique. Sur la slide suivante, on arrive donc évidemment sur l'accès aux ressources. Donc, vous avez une boîte à outils qui apparaît et qui est adaptée au regard de la note que vous avez pu avoir. Ce qui est très clair, et je l'ai déjà dit, c'est que ces ressources, bien sûr, ont vocation à faire progresser l'entreprise dans l'organisation de l'accès au numérique ou de l'organisation numérique globale de l'organisation. Et donc, il vous suffit de cliquer sur l'onglet tout en haut « Profiter des conseils personnalisés ». Ce sont en fait les ressources pour pouvoir avoir accès aux 3 niveaux de ressources qui sont affichés à gauche, sur la question donc, de la recherche de ressources pour le soutien des projets de l'organisation, pour la formation de l'employeur ou du répondant et des collaborateurs, et enfin, plus généralement, sur la question de la recherche de documentation sur le sujet du numérique. Donc, de façon plus explicite encore, sur la slide suivante, on peut voir que la boîte à outils apparaît au regard, par exemple, donc, du premier item à gauche, vous voyez, sur la question du soutien au projet, et vous avez différentes ressources qui vous sont suggérées, proposées pour accompagner l'optimisation de votre organisation numérique sur les sujets partagés ici à l'écran. Donc, par exemple, vous voyez qu'il y a par exemple une étude du LUDES qui est à votre disposition sur la question des conséquences de la transformation numérique. Vous avez également un autre exemple, Solidatech, qui est mis en avant ici pour proposer une sélection de conseils et d'astuces utiles pour la question de la transition numérique dans son ensemble. Un peu plus bas, PIX avec le service public donc, qui est en ligne et qui permet d'évaluer, de développer, de certifier les compétences numériques.
voilà quelques exemples très concrets qui permettent de répondre à la fois à votre organisation, au regard des chiffres qui ont été indiqués précédemment et en lien avec l'action de votre organisation sur vos projets. Si on prend un autre exemple suivant, c'est d'autres éléments qui peuvent être partagés, là, cette fois-ci, sur la question de la formation des collaborateurs. Et là, de la même façon, par exemple, il est proposé d'accéder à un centre de ressources WebAssos pour proposer donc une sélection de formation en ligne, ce qui permet aussi d'avoir des réponses tout à fait concrètes au regard, encore une fois, du diagnostic qui a été prononcé. Et dernier exemple, ça concerne la documentation dans son ensemble, donc le niveau 3 qui est partagé à gauche. Et vous voyez, par exemple, qu'on vous met à disposition, par exemple, des données du labo et de l'ESS sur un répertoire d'initiatives autour de la transition numérique, ou encore, par exemple, la VISE, avec qui nous sommes amenés à travailler régulièrement, de mettre en place, par exemple, ou de mettre à disposition des projets, initiatives portés par le structure de l'ESS, en guise aussi de partage de pratiques et aussi donc de valorisation d'actions pouvant être reconduites dans d'autres organisations telles que les vôtres. Voilà pour vous présenter cet outil. Peut-être pour conclure la présentation de l'outil de diagnostic, vous êtes peut-être d'ailleurs déjà sur le site d'Uniformation. On vous demande de continuer à bien nous écouter pour que vous ayez vraiment l'entièreté des informations. Donc, il s'agit aussi de vous suggérer parmi nos ressources la disponibilité de l'outil Didactem, qui est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, agréé et inséré dans le cadre plus global de l'EDEC, et qui a une dimension vraiment dédiée aux conditions de travail, et ce qui permet de porter un certain nombre d'initiatives autour de ce sujet-là. Vous pouvez accéder à cet outil en allant sur le site de l'UDES, service aux adhérents, et vous avez un accès direct. Et l'objectif, c'est vraiment de creuser cette question de l'impact du numérique sur les conditions de travail et notamment, par exemple, si on prend des exemples tout à fait concrets, de pouvoir anticiper la question, par exemple, des risques professionnels ou de la mise en place d'un plan de prévention en conséquence sur la question du numérique. En tout cas, ce dispositif est fait aussi en lien avec l'ANACT et les différents éléments pouvant être valorisés au travers de leur étude relative à l'impact du numérique sur les organisations, qui a été conduite en lien avec l'UDES. Et donc, ce sont des éléments tout à fait aussi à la fois concrets et pouvant être mobilisés pour accompagner vos organisations. Donc, voilà dans les grandes lignes ce qu'est l'outil d'autodiagnostic. Donc, il faut en retirer, c'est son accès à un large panel d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, sa facilité de mobilisation, le temps consacré à cet autodiagnostic est relativement rapide, et puis ces ressources nombreuses qui permettent, au regard du résultat de votre autodiagnostic, de pouvoir bénéficier de recommandations, de conseils, de suggestions pouvant répondre aux problématiques, aux contraintes, ou plutôt dans une perspective d'amélioration plus forte encore de votre organisation interne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, cet outil-là, il est en place maintenant depuis un peu plus d'une année. Et comme je vous l'ai indiqué, même si ce sont des données anonymisées, les éléments qui en ressortent sont quand même plutôt intéressants. Et je vais vous partager quelques résultats tout à fait concrets, puisque Uniformation nous a transmis il y a quelques jours un état des données résultant de l'utilisation de cet outil, donc depuis le 1er juin 2020 au 4 mai dernier. Peut-être dire qu'à date, il y a 366 entreprises, en tout cas au 4 mai, 366 entreprises adhérentes ou non d'Uniformation qui ont utilisé cet outil. Je pense qu'il y a une marge de progrès, et nous pensons qu'il y a une marge de progrès très forte sur cette perspective-là. Ça témoigne sans doute aussi du fait que les structures ne sont pas encore complètement ou pleinement mobilisées sur cette notion de numérique. Donc, il y a une marge de progrès très forte. Donc, je pense que c'est un sujet qui est important. On sait que l'année a été compliquée pour tout un tas de raisons que l'on connaît évidemment, mais je pense que chacun ici à son niveau, convaincu bien sûr, et on l'espère, de ces outils, viendra aussi en faire la promotion afin qu'un maximum de structures de l'économie sociale et solidaire, et notamment les plus petites,
puissent bénéficier donc de ces outils mis à disposition. Alors, de façon plus concrète, on va voir que l'analyse est assez déjà révélatrice d'un certain nombre de sujets. Donc, dans l'ordre de l'outil, tel que ça vous a été présenté, et dans l'ordre des informations qui sont demandées, donc sur les 366 entreprises ayant répondu, vous voyez qu'il y a quasiment la moitié qui sont des entreprises de l'ESS de moins de 11 salariés. On tient à le souligner car les TPE font partie des cibles presque privilégiées, ou en tout cas des cibles très fortes de ce dispositif. Et donc, ça veut dire que c'est déjà un premier succès en matière de cible, c'est que les très petites entreprises se saisissent de cet outil pour évaluer leur maturité numérique. Vous voyez au milieu le profil des répondants. Vous voyez que les secteurs d'animation sont en tête, mais vous voyez aussi, par exemple, que les structures relevant de la culture ou de la santé, rattachées à d'autres OPCO, eh bien, sont aussi des forces répondantes sur ces outils. Dernier point, vous voyez aussi la répartition géographique des répondants, avec en gros, pas vraiment de surprise, avec, je dirais, une alimentation de l'autodiagnostic en fonction des bassins d'emploi qui, grosso modo, reprennent après cette logique-là, mais globalement, je pense qu'il y a aussi quelques potentiels, et du potentiel sur certaines régions. On voit PACA qui, Provençal Côte d'Azur, qui est un peu plus modeste, donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi des régions qui peuvent encore être touchées de façon encore beaucoup plus forte. Alors, vous allez voir maintenant sur ces premiers résultats que ce qu'il faut retenir, c'est que la marge de progrès, elle est bien sûr très forte. Il faut rappeler que, comme vous l'avez vu il y a quelques instants, la cible répondante prioritaire, et celle d'ailleurs qui a répondu de façon très forte, c'est la cible des TPE-PME. Et donc, quelque part, vous allez voir que les chiffres que je vais vous partager là, finalement, sont en cohérence avec cette notion et aussi avec toutes les difficultés que peuvent rencontrer les TPE-PME sur la question globale du numérique. Et donc, vous voyez que 45% des répondants ont une note comprise entre 3 et 5 sur 10. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de fait, ça ne veut pas dire que tout est, je dirais, lié à des difficultés, mais plutôt qu'il y a une forme de conscience très forte de ces entreprises et qu'il y a aussi une volonté de leur part à progresser sur ce sujet. Et vous voyez qu'il n'y a que 4% des répondants qui ont entre 8 et 10 sur l'autodiagnostic. Ça laisse aussi, bien sûr, une perspective importante de progression pour l'ensemble des organisations. Sur le sujet suivant, donc, vous allez voir sur la slide suivante le détail des notes moyennes globales qui ont été obtenues. Donc, vous voyez, on est pile poil à la moyenne, puisqu'on est à 5 sur 10 pour l'ensemble des structures. Et puis, vous voyez, toujours, si vous vous souvenez, en fonction de la présentation que je vous ai partagée jusqu'à maintenant, avec les fameuses 3 thématiques abordées, que les chiffres, on va dire ça comme ça, se dégradent, ou en tout cas challenge le sujet que nous abordons aujourd'hui, puisque globalement, vous voyez que la culture numérique est plutôt de bonne tenue dans les organisations, notamment sur les questions d'équipement, sur la question de la protection des équipements, on va y revenir, et sur la présence sur le web, on est entre 6 et 7, ce qui est raisonnable. On a ensuite un niveau plutôt moyen sur la question des relations avec l'extérieur, en lien avec les partenaires et les projets de développement, où on atteint la moyenne. Et puis, on a un vrai sujet qui concerne les conditions de travail et l'accompagnement des collaborateurs, notamment en matière de formation, mais pas que, on va y revenir, puisque les notes vacillent entre 3 et 4. Donc, vous voyez qu'on est sur des sujets qui ressortent tout de suite, même si, encore une fois, on est sur un panel de 366 entreprises versus les 165 000 entreprises de l'ESS dans leur ensemble. On a bien sûr un panorama dont il faut garder raison sur l'analyse, mais néanmoins, je pense qu'on n'est pas loin de la réalité et de la révélation, disons, de nos organisations sur ce sujet-là. De façon peut-être encore un peu plus détaillée, vous allez voir que sur la première thématique,
Les résultats sont plutôt bons, hein. Donc, on va voir que les répondants, globalement, disposent plutôt d'un site web, par exemple, à hauteur de 75% d'entre eux, donc ce qui est plutôt considérable. Près de 70% d'entre eux sont actifs sur les réseaux sociaux, ou par exemple, 82% des répondants, globalement, donnent la possibilité à leurs collaborateurs d'accéder assez aisément à des postes connectés dans leur organisation. Donc, on voit bien que sur la question de la présence du web, le sujet qui intègre donc cette notion de culture numérique est plutôt intéressante et plutôt encourageante. Donc là, il y a plutôt une bonne, à la fois sans doute une appétence parce qu'il y a un sujet de visibilité, évidemment, donc une nécessité, mais aussi une maîtrise de ces sujets-là. Par contre, on voit que sur les équipements numériques, il y a quand même un premier élément qui ressort, c'est que 62, donc presque 2/3 des organisations répondantes, considèrent qu'il y a du retard en termes de maîtrise du sujet du numérique dans leur organisation. Donc, ça ressort quand même de façon très forte, je dirais même de façon très nette. Mais en le disant, ça veut dire aussi que les organisations ont cette conscience et une véritable prise de conscience sur le sujet. Et donc, ça veut dire que c'est encourageant, ça veut dire aussi que les organisations sont sans doute prêtes à appréhender le sujet, même si, naturellement, il faut du temps aussi pour pouvoir mettre en place un certain nombre de solutions pour répondre à cette considération. Et puis, vous voyez des choses un peu plus positives en dessous sur la question des équipements. 80% ou quasiment 80% des organisations, bien sûr, sont pourvues d'équipements informatiques. 85%, 84% sur la question de la mise à disposition d'adresses email. 60% aussi pour la mise en place, la mise à disposition d'équipements dits nomades, donc par exemple les tablettes. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a une diversification de plus en plus forte, sans doute, de la mise à disposition d'outils numérique. Bref, on voit bien qu'il y a quand même des choses, bien sûr, structurantes pour accompagner l'évolution et l'organisation du travail, mais aussi un sujet important sur la question de la maîtrise globale du numérique, qui est bien sûr, qui ressort ici. Slide suivante, ça concerne toujours la culture du numérique. Et on va aborder l'épineuse question de la protection des équipements et des données. Globalement, on voit bien que les solutions de stockage et de sauvegarde sont plutôt bien organisées. 77%, on n'est pas à 100%, mais 77%, c'est quand même un chiffre significatif. 60%, plus modeste, sont équipés d'un logiciel de protection. Donc, il y a sans doute un sujet là-dessus et une marge de progrès importante. Et par contre, là, on a un chiffre qui est pas préoccupant, mais qui interpelle en tout cas, puisque seulement 20% des répondants considèrent être en conformité avec le RGPD. Et là, on n'oublie pas ce sur quoi nos chiffres se basent. Essentiellement, ce sont les TPE-PME. Et évidemment, on connaît toute la complexité que le RGPD représente en matière de mise en œuvre, sauf que malheureusement, c'est une conformité qui est applicable pour l'ensemble des organisations. Et on voit bien que là, il y a un vrai sujet pour accompagner les organisations pour mieux maîtriser cette notion du RGPD. Donc voilà quelques exemples tout à fait concrets sur les résultats de la première thématique. Et sur la deuxième thématique, donc plutôt sur le lien avec l'extérieur, les projets de la structure, les relations avec les usagers ou avec les partenaires, les résultats sont plutôt satisfaisants globalement. On voit bien qu'il y a une mobilisation importante pour accroître la visibilité de la structure auprès des usagers, près de 63%. On voit aussi que l'utilisation du numérique aujourd'hui, pour notamment assurer un lien avec les usagers, mais aussi leur proposer du service ou des produits innovants via le numérique, bon, c'est un sujet qui est mitigé à hauteur de 47%, mais je pense qu'il y a cette volonté aussi, dans cette notion de dématérialisation, dans cette notion aussi de mise à disposition numérique, effectivement, de cette notion de service, eh bien, pour les entreprises, de pouvoir continuer à progresser sur ce sujet-là. Donc, c'est un 47%, c'est à mi-parcours, mais globalement, ça veut dire qu'il y a aussi un potentiel assez fort sur ce sujet-là. Et enfin, 54% des répondants souhaitent aussi faciliter la veille des évolutions numériques sur leur organisation. Pour terminer, la troisième thématique, oui, concernant donc les conditions de travail, et ça, ce sont les
J'ai peut-être passé une slide. Oui, pardon, j'ai pas rapidement, j'ai pas évoqué la question de la relation avec les partenaires rapidement. Donc, 49% des répondants considèrent que les modalités d'identification des partenaires est plutôt satisfaisante, et 63% des répondants considèrent que les modalités de travail avec les partenaires sont plutôt positives. Donc, ça, c'est aussi des données qui donnent des éléments plutôt positifs. Sur la slide suivante, concernant la dernière thématique, sur la question des conditions de travail, c'est clairement le sujet le moins favorable, disons, à la lumière des premiers résultats des répondants. Il y a un constat très fort qui, là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la question comment dirais-je, de la disposition du retard pris par les organisations pouvant être constaté. De la même façon, on voit qu'il y a une prise de conscience des répondants sur la question de l'impact du numérique sur les conditions de travail, et on voit bien que cet impact est même jugé fort par 43% des répondants. Il y a près de 80% en tout cas qui relèvent que cette notion de numérique a un impact évident sur la question de l'organisation du travail, et je pense que ça a été en plus développé, accentué par la période qu'on vient de traverser, avec notamment les confinements, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi d'autres raisons qui illustrent cela, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Et on voit bien aussi que la diffusion des technologies numériques a eu des conséquences importantes sur les conditions de travail, puisque près de 80% des répondants partagent cette notion sur les conditions de travail. Et donc, ce sont des chiffres qui sont bien sûr extrêmement importants et qu'il faut appréhender au mieux pour, bien sûr, accompagner les organisations dans ces perspectives. Sur la slide suivante, ça concerne l'accompagnement des organisations, toujours en matière de conditions de travail. Je pense que tu peux passer la slide, c'est la slide avant, oui. Ça concerne donc le développement des nouvelles formes d'organisation du travail pour 62% des répondants, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, par exemple, je ne vais pas tout citer, mais on voit bien que près de 60% aussi des répondants considèrent que les compétences numériques dans l'annonce ou la fiche de poste pour leur dernier recrutement ont été évidemment incontournables à partager. Et on voit bien que c'est des sujets, bien sûr, aujourd'hui qui structurent considérablement nos organisations. Pour terminer, et je passerai la parole à Olivier pour des dernières indications concernant l'accompagnement des collaborateurs. Les chiffres sont aussi là dans une marge de progrès pouvant être mieux intégrés. En tout cas, c'est des éléments qui nous paraissent tout à fait importants à partager. C'est que le niveau de maîtrise, par exemple, des outils numériques des collaborateurs, il est plutôt moyen, puisque les répondants disent que 54% d'entre eux considèrent que le niveau de maîtrise est plutôt moyen. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, concernant la formation des collaborateurs, seulement 45% des répondants ont partagé le fait que des formations ont été mises en place afin d'acquérir des compétences numériques. Et enfin, dernier indicateur, sur la stratégie de formation pour les collaborateurs en lien avec la question du numérique, seulement 37% des répondants ont pu mettre cela en place dans leur organisation. Donc, ça laisse aussi une marge de progrès évidemment importante dans les organisations pour atteindre des niveaux qui soient encore plus importants. Et donc là, vous avez compris tout le sens des données et des éléments ressources qui sont mis à la disposition à la suite du diagnostic et après les résultats pour pouvoir accompagner au mieux les organisations. Voilà pour ces quelques éléments. Olivier, je te laisse la parole maintenant pour évoquer la question des compétences numériques. Pour travailler sur le sujet du numérique dans votre structure, c'est celle qui consiste à repérer les compétences numériques indispensables.
En effet, donc, si vous avez peut-être justement rempli votre autodiagnostic de maturité numérique dans votre structure, vous aurez certainement identifié des axes à travailler, des points à renforcer sur le sujet du numérique. Et donc, logiquement, vous aurez certainement envie peut-être d'actionner un premier levier qui est celui du développement des compétences numériques de vos salariés. Donc là, vous aurez probablement envie peut-être de vous tourner vers des organismes de formation ou peut-être de mettre en place vous-même des formations numériques. Donc pour ça, le problème, c'est que ça suppose quand même au préalable d'identifier justement très précisément les compétences numériques indispensables qu'il s'agit d'acquérir. Puisque il faut surtout éviter l'écueil qui consiste à s'engager dans des formations au numérique un petit peu bateau, hein, on va dire, des formations lambda, un petit peu généralistes, qui ne répondront pas entièrement à vos besoins. Donc, pour procéder à ce repérage des compétences numériques indispensables, on a décidé au niveau des pilotes de l'EDEC de développer des ressources spécifiques, donc, que je vais vous présenter maintenant. Donc pour avancer sur cette action, donc on vous propose 5 outils à utiliser. Donc tout d'abord, il y a un mode d'emploi. Ensuite, vous avez des fiches impact du numérique, des zooms sur 4 compétences numériques transverses, un référentiel des compétences numériques transverses, et enfin des grilles de diagnostic des compétences numériques. Donc voilà juste une présentation synthétique des documents. Peut-être la chose à retenir à ce stade, c'est bien noter la différence entre le référentiel des compétences numériques transverses, donc qui donne lieu à un document spécifique, le document 4, et puis d'autre part le référentiel complet des compétences numériques qui figure à la fin du document 2. Donc dans les deux cas, voilà, il y a des intitulés assez similaires, mais on ne parle pas de la même chose, donc j'attire votre attention sur ce point dès maintenant. Alors, peut-être juste noter effectivement que ces outils ont été produits dans le cadre de l'EDEC et plus spécifiquement de son action 2.1. Cette action 2.1, c'était une étude relative à l'impact du numérique sur les métiers et les compétences de l'ESS qui a eu lieu en 2020. Et cette étude a porté sur une vingtaine de métiers de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y avait 14 métiers sectoriels. Donc, quand on parle de métiers sectoriels, c'est plutôt, on va dire, des professions cœur de métier des structures. Donc, c'est principalement un petit peu les figures de proue hein, des professions de l'économie sociale et solidaire. Donc, on avait par exemple l'animateur social, assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale, etc. Donc, c'est des métiers que vous connaissez très bien. Et puis, on avait également 6 métiers transversaux. Donc plutôt des fonctions généralistes, des fonctions support ou des fonctions de direction. Donc par exemple, rentrer dans cette catégorie, l'agent d'accueil et d'information, le manager de proximité ou encore le dirigeant ou directeur d'établissement. Donc l'objectif de cette étude, c'était justement d'apprécier l'impact du numérique sur les activités, les compétences et les enjeux professionnels liés au métier. Et puis également, autre grand objectif qui était poursuivi, c'était justement d'identifier les compétences numériques qui étaient présentes sur ces métiers. Donc pour rentrer dans la démarche, déjà peut-être, voilà, il faut peut-être s'appuyer sur un document ressource, peut-être une clé d'entrée, qui est le mode d'emploi. Donc c'est le document 1. Donc ce mode d'emploi, c'est un document assez synthétique de 4 pages qui va vous donner accès à 3 grandes rubriques. Donc tout d'abord, il y a un petit rappel sur les besoins de montée en compétences sur le numérique. Ensuite, vous allez trouver une petite présentation des outils destinés aux employeurs pour travailler sur ce sujet, et notamment une mise en perspective du cadre dans lequel on va pouvoir utiliser ces outils. Donc bien sûr, ce sera en priorité le recrutement, l'entretien professionnel ou encore, bien sûr, l'élaboration du plan de développement des compétences. Et puis, dernière rubrique du mode d'emploi qui va un petit peu anticiper sur les étapes suivantes, peut-être d'une démarche de développement des compétences numériques. Ça va être quelques lignes directrices pour justement répondre aux besoins de formation qui auraient été identifiés. Donc là, on va avoir un certain nombre de préconisations sur les formations à mettre en place.
Donc, l'idée notamment que ces formations vont essayer au maximum d'intégrer les pratiques, d'être bien sûr individualisées, c'est-à-dire tenir compte des acquis et des carences éventuelles des personnes dans la construction des parcours. Objectif aussi que ces formations soient autant que possible progressives, avec notamment l'idée d'un franchissement progressif de socle permettant d'acquérir des compétences au fur et à mesure. Et puis aussi une idée très importante, c'est la contextualisation des formations, avec potentiellement des formations qui se basent sur une analyse préalable assez poussée des usages des outils numériques qui sont attendus, une formation autant que possible avec les outils numériques que possèdent déjà les personnes, ce qui facilite leur progrès, et puis aussi, pourquoi pas, des formations en situation de travail qui conviennent plutôt bien à ce type de formation numérique. Donc, la démarche qu'on vous propose pour vous engager sur cette action, c'est une démarche en 3 temps. Tout d'abord, identifier les compétences numériques les plus courantes sur le périmètre, donc c'est-à-dire avoir un petit peu une vision globale sur les compétences numériques existantes sur les 20 métiers de l'économie sociale et solidaire qui ont été étudiés. Deuxième point, deuxième étape, essayer de faire un petit ciblage, un petit centrage sur les compétences numériques qui sont requises pour chacun des métiers présents dans votre structure. Donc, encore une fois, là, on se rapproche un petit peu de votre quotidien et vous allez chercher à identifier l'ensemble des compétences numériques exigées par rapport à une norme professionnelle donnée pour vos différents salariés. Et puis, la dernière étape, ça va consister à justement évaluer la maîtrise par vos salariés des compétences numériques transverses. Donc, ça va vous permettre peut-être là de mesurer la distance à faire entre les compétences qui ont été identifiées comme nécessaires et puis celles qu'il faut nécessairement acquérir par des formations pour vos salariés. Donc, la première étape de la démarche, on l'a dit, c'est c'est peut-être d'identifier les compétences numériques les plus courantes sur l'ensemble du périmètre ESS qu'on a étudié, c'est-à-dire sur une vingtaine de métiers phares de l'économie sociale et solidaire. Donc pour ça, vous allez pouvoir vous appuyer sur un outil spécifique, le document 4, qui s'appelle le référentiel des compétences numériques transverses. Donc ce document, il va vous présenter de façon très claire et très lisible les 7 compétences communes à tous les métiers étudiés, d'une part, et ensuite les 27 compétences très fréquemment demandées. Donc à chaque fois, on parle de compétences numériques. Et donc, ces 27 compétences numériques très fréquemment demandées, notamment, elles vont être classées par domaine de compétences numériques et par groupe de compétences numériques pour vous permettre de vous y retrouver, en fait, de voir un petit peu comment s'articulent ces différentes compétences numériques transverses. Peut-être au-delà de ces compétences numériques transverses, il y a aussi dans ce document, à la fin, un diagramme des compétences numériques qui va vous permettre en fait d'identifier l'intégralité des compétences numériques qui ont été étudiées, qui ont été identifiées lors de l'étude, et aussi surtout de mesurer leur fréquence d'occurrence sur les différents métiers. Donc ça va vous permettre de voir très facilement, déjà d'avoir la liste complète des compétences numériques et surtout de voir pour chacune d'entre elles si elle est plutôt, si elle a un faible niveau de transversalité ou au contraire, si elle est vraiment très fréquente. Donc ça vous permet de compléter un petit peu justement les premiers éléments du document en visualisant également des compétences qui vont être beaucoup moins transverses. Alors toujours à ce stade 1, on va dire, de l'action, vous pouvez prolonger un petit peu, approfondir cette analyse des compétences numériques transverses par un petit focus sur un certain nombre de compétences numériques transverses qu'on a considérées comme particulièrement stratégiques. Donc, du fait de ce caractère stratégique, on a vraiment estimé qu'il était important peut-être de s'appesantir un petit peu sur ces compétences-là et de voir un petit peu comment elles pouvaient être explicitées pour permettre à chacun peut-être de se familiariser un peu plus avec elles.
Donc, on en a identifié 4. La première, c'est tout ce qui concerne le respect des codes de communication adaptés au contexte destinataire aux médias. Donc là, ça va concerner notamment tout ce qui est en rapport avec l'utilisation de l'écrit dans un contexte numérique. Deuxième compétence importante, c'est tout ce qui concerne la connaissance et l'application des règles de protection des données personnelles et de vie privée. Donc c'est pas du tout surprenant. Donc là, comme vous le savez, ça va concerner en priorité le traitement des informations personnelles des publics accompagnés. Ça pourra être aussi tout ce qui concerne la diffusion de photos, de vidéos, ou même plus largement tout ce qui est en rapport avec la réputation numérique. Autre compétence importante à ce stade, l'accompagnement à l'utilisation du numérique. Donc bien sûr, c'est quelque chose de très important dans un certain nombre de secteurs de l'ESS. Ça va bien sûr concerner tout ce qui est accompagnement des personnes aux démarches numériques en ligne, notamment aux démarches administratives. Et puis enfin, dernière compétence peut-être à étudier plus attentivement, c'est la compétence se former grâce au numérique, qui est également stratégique aujourd'hui, notamment par rapport au développement des formations en digital. Donc sur chacune de ces compétences transverses, vous allez trouver un petit rappel des enjeux et des problématiques, une petite identification des principaux métiers qui sont concernés par chacune de ces compétences, et puis des facettes spécifiques de ces compétences qui concernent chacun de ces métiers. Et puis, bien sûr, vous trouverez également des éléments un petit peu plus généraux d'éclairage conceptuel méthodologique. Donc, pour avancer dans la démarche, vous allez logiquement peut-être vous intéresser aux compétences numériques qui sont requises pour chacun des métiers présents dans votre structure. Donc pour ça, vous allez pouvoir vous appuyer sur le document 2 là, que vous avez sous les yeux, qui s'intitule « Fiche impact du numérique ». Donc vous avez sur la diapo une présentation de la structure de ce document. Donc ce document, c'est vraiment un document important puisqu'il comporte à peu près 80 pages. Et c'est aussi un document qui restitue en fait la plupart des enseignements de l'étude relative à l'impact du numérique sur les métiers qui a été conduite dans le cadre de l'EDEC. Donc c'est vraiment un document ressource qui comporte vraiment des indications très riches et très complètes sur l'impact du numérique sur les métiers. Donc la première partie de ce document, enfin la plus grande partie de ce document est consacrée aux fiches impact du numérique sur les métiers à proprement parler. Donc on a 19 fiches correspondant chacune à un métier. Donc juste pour mémoire, il y a un métier qui, sur les 20 métiers étudiés, il y en a un qui ne s'est pas révélé concluant, donc on n'a pas retenu finalement dans les fiches. Donc 19 fiches pour chaque métier. Et sur chaque fiche métier, vous allez trouver 3 parties. Donc une partie relative à l'impact du numérique sur les activités, une partie relative aux opportunités et risques liés au numérique, et puis une deuxième partie qui nous intéresse peut-être plus particulièrement aujourd'hui, qui porte sur les compétences requises pour les métiers. Donc à la fin de ce document, vous allez également trouver le référentiel des compétences numériques. Donc là, c'est le référentiel complet des compétences numériques qui va vous permettre qui répertorie l'ensemble des compétences numériques qui ont été identifiées sur le champ. Donc ces différentes compétences présentes dans le référentiel, elles sont classées donc, par nature, donc, soit par domaine, soit par groupe, et ensuite par degré de fréquence. Donc ce qu'il faut peut-être retenir à ce stade, c'est que vous allez trouver rigoureusement la même grille de lecture sur la partie 2 des fiches métiers, donc compétences requises, et dans le référentiel final qui figure en fin de document. De même, chacune des compétences numériques qui apparaît dans une fiche métier va se retrouver logiquement dans le référentiel complet des compétences numériques. Alors, dans la plupart des cas, pour identifier la compétence numérique correspondant à chaque métier, vous pourrez consulter la partie 2 de la fiche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un certain nombre d'hypothèses, on a un renvoi qui est fait de cette partie de la fiche métier vers le référentiel. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans l'analyse de cette démarche. Donc là, vous avez sur la diapo un petit rappel des 5 grands domaines de compétences numériques qui sont prises en compte.
Donc, vous allez communiquer et collaborer, créer des contenus, connaître et appliquer les règles de sécurité et de protection, comprendre et gérer son environnement numérique et enfin, traiter des informations et des données via le numérique. Donc, chacun de ces 5 grands domaines de compétences va être subdivisé en groupes de compétences numériques et au total, vous avez 16 groupes de compétences numériques. Donc là, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne en pratique, on vous propose en fait l'exemple de l'agent de restauration. Donc vous avez sur la gauche de la diapo justement un extrait de la fiche agent de restauration et plus particulièrement de sa deuxième partie qui porte sur les compétences numériques. Donc c'est assez simple à comprendre. Vous allez pouvoir identifier les compétences correspondantes à ce métier dans la partie compétences, dans la colonne compétences de cette fiche. Et donc, vous pourrez voir que sur cette colonne, vous avez identifié 6 items, donc en gros 6 compétences, 6 compétences numériques donc, correspondant à ce métier. Donc, ces 6 compétences numériques, elles vont se trouver classées dans 3 grands domaines de compétences et dans 4 groupes de compétences numériques. Donc, ce qu'il faut retenir, là, vous avez sous les yeux, au centre des compétences, la 4e compétence, là, vous voyez que c'est la mention F1, ensemble des compétences, confère référentiel. Donc, ça veut dire que là, vous avez justement un exemple de renvoi de la fiche métier vers le référentiel. Donc, comment fonctionne ce renvoi? Il y a deux éléments à prendre en compte. D'abord, la ligne et ensuite la mention F1. Donc vous là, pour procéder au report dans le référentiel, vous allez regarder à quelle ligne correspond à cette compétence. Vous voyez qu'elle est en face du groupe de compétences gérer des aléas. Et vous voyez qu'il y a une mention F1 qui veut dire, dans le référentiel, colonne, compétence très fréquente. Donc vous reportez du coup dans le référentiel qui figure en fin de document, donc sur la ligne gérer des aléas et sur la colonne compétences très fréquentes. Et donc là, vous allez identifier en fait 2 compétences distinctes, gérer les problèmes basiques de connexion et puis installer des applications numériques et leur mise à jour. Donc là, c'est un exemple de renvoi de la fiche métier vers le référentiel pour l'identification des compétences numériques correspondant à ce métier. Par contre, vous avez sur l'exemple une autre hypothèse qui est justement l'absence de renvoi, mais qui est justement le filtrage en fait effectué par la fiche sur les compétences numériques potentiellement présentes sur le référentiel. Donc, dans le référentiel, sur ces compétences-là, vous aviez potentiellement 4 compétences numériques de niveau très fréquent. Et là, vous pouvez constater que sur la fiche, vous en avez seulement 3 qui sont identifiés. Donc, peut-être ce qui est important à retenir sur cette appréciation de l'impact du numérique sur les métiers, surtout la consultation des fiches, c'est que plus en fait un métier est impacté par le numérique, plus vous aurez bien sûr de groupes de compétences numériques concernés. Donc, par exemple, là, toutes les parties en blanc vont en principe être remplies, donc avoir des compétences numériques spécifiques apparaissant sur ces groupes de compétences. Et puis, autre caractéristique des métiers particulièrement impactés, vous aurez un système de renvoi beaucoup plus fréquent. Par exemple, au lieu d'avoir un renvoi sur un groupe de compétences numériques sur seulement les compétences très fréquentes, vous aurez, par exemple, ensemble des compétences F1, F2 ou F3. C'est-à-dire que vous aurez vraiment tous les niveaux, les compétences de tout niveau de fréquence qui seront visées sur ces métiers-là. Donc, une fois que vous avez justement, avec ces fiches impact, identifié clairement par rapport à vraiment une norme professionnelle donnée, les compétences numériques requises pour vos salariés, l'étape suivante, ça va être peut-être justement d'évaluer la situation de vos salariés par rapport à ces différentes compétences. Donc, pour avancer sur cette étape-là, vous avez ce qu'on appelle les grilles de diagnostic des compétences numériques. Donc, ça va être vraiment des grilles d'évaluation destinées à vos salariés, à vos collaborateurs, mais peut-être aussi, pourquoi pas, aux dirigeants bénévoles ou aux bénévoles de votre structure. Bien sûr, il n'y a pas d'exclusive. Donc là, vous allez retrouver sur ces grilles en fait, la même grille de lecture que celle qui figure dans le référentiel des compétences numériques transverses, avec justement vos 7 compétences communes à tous les métiers, et puis les 20 compétences très fréquemment demandées.
Donc, bien sûr, comme sur toute grille d'évaluation, vous allez avoir des réponses qui permettent d'évaluer le niveau de maîtrise du salarié sur chacune des compétences abordées. Et puis, vous allez trouver des indices sous forme de réponses, sous forme de questions, pardon, pour guider les réponses. Donc, normalement, à l'issue de cette action que je vous ai présentée, hein, cette deuxième action, votre structure, vos dirigeants doivent y voir quand même beaucoup plus clair sur les compétences numériques qui sont nécessaires de façon générale, sur celles qui s'imposent plus particulièrement pour les différents métiers présents dans votre structure. Et puis, vous devez aussi y voir beaucoup plus clair sur les différentes compétences numériques que vos salariés devront potentiellement acquérir au regard de l'écart avec celles qu'ils possèdent déjà. Donc, logiquement, l'étape suivante, ça va être de vous engager sur des actions de formation, soit directement, soit par un recours à des organismes de formation. Et pour ça, vous avez deux hypothèses. Soit vous vous appuyez sur les indications qui figurent dans le mode d'emploi que je vous ai présenté tout à l'heure, donc la troisième partie du mode d'emploi qui vous donne un certain nombre de principes à respecter. Soit vous avez aussi la possibilité de vous inspirer d'un certain nombre de préconisations qui ont été faites sur une troisième action que je vais vous présenter tout de suite, qui porte sur les parcours de formation innovants en numérique pour les publics en difficulté avec les connaissances de base. Donc sur cette action, effectivement, l'objectif, comme c'est précisé, c'est bien d'assurer l'inclusion numérique des salariés des premiers niveaux de qualification. Donc pour travailler sur cette action, à nouveau, on va essayer de vous présenter d'abord de façon un petit peu générale les outils et la démarche à adopter. Donc, s'agissant des outils, vous avez 7 outils qui peuvent être mobilisés. Donc, on a un guide RH, on a un livret, le numérique c'est essentiel, on a des cahiers des charges, des guides d'ingénierie de parcours et d'ingénierie pédagogique, des éléments méthodologiques pour une analyse des usages du numérique, et enfin, un référentiel d'expérimentation ANLCI, c'est-à-dire Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, ces différents outils, ils ont été conçus dans le cadre de l'action 2.4 de l'EDEC, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, portait sur les parcours de formation innovants en numérique pour les publics en difficulté avec les compétences de base. Donc cette action, cette action de l'EDEC a été menée en 2019. Elle avait pour objectif justement de lever les freins à la transformation numérique chez cette catégorie de salariés, et puis aussi de sensibiliser à cette question la direction des structures, l'encadrement et les salariés eux-mêmes. Donc, ce qui est peut-être juste intéressant de noter sur la réalisation de cette action, c'est qu'elle a eu justement, elle a bénéficié en continu d'un appui de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est un petit peu l'autorité de référence sur cette question. Et puis, autre point à noter, on a eu une journée d'appropriation de ces outils qui a été faite au bénéfice des conseillers de l'OPCO et cohésion sociale et uniformation au cours de l'année 2020. Donc, quand même une sensibilisation importante des conseillers de cette OPCO sur ces différentes ressources. Donc, un point important peut-être sur cette action-là, hein, c'est que c'est quand même une action, une démarche relativement spécifique. D'abord parce qu'elle est ciblée sur une catégorie particulière de salariés. Ensuite, parce que du point de vue des questions qu'elle traite, elle associe très étroitement deux problématiques distinctes. D'abord, celle des compétences numériques et ensuite celle des compétences de base. L'idée notamment, un des points peut-être intéressants de cette démarche, c'est qu'elle permet finalement par une mobilisation avant tout sur les compétences numériques, d'attirer aussi un certain nombre de publics qui n'auraient pas osé peut-être s'engager sur des formations de type compétences de base, par rapport à l'effet potentiellement stigmatisant ou tout au moins un peu problématique de l'intitulé formation aux compétences de base pour certains salariés. Donc, autre spécificité très importante de cette action, elle permet vraiment de faire du sur-mesure par rapport aux besoins identifiés dans chacune des structures, à la fois par rapport à l'usage attendu
de l'outil numérique dans cette structure, et puis aussi du profil de ces salariés. Bon, alors la contrepartie finalement de toutes ces spécificités plutôt intéressantes, c'est qu'il faut quand même, sur cette action, être en mesure d'avoir une vraie capacité au dialogue avec un certain nombre d'acteurs externes, notamment au premier chef les organismes de formation, mais aussi potentiellement les opérateurs de compétences ou bien l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, si on se place plus spécifiquement dans un partenariat avec cette structure. Alors, sur le plan méthodologique, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette action, elle va s'articuler, enfin, il y a une méthodologie assez particulière, puisqu'on va s'appuyer en permanence sur un outil central qui s'appelle le guide RH, qu'on va compléter au fil de la démarche par d'autres ressources, notamment des ressources d'ingénierie pédagogique. Donc attention, quand on insiste sur cette spécificité, ça ne veut pas dire que cette spécificité interdit toute exploitation de ces préconisations sur d'autres secteurs. C'est-à-dire que, notamment en termes de public, même si cette action s'adresse avant tout aux structures fortement concernées par la problématique des personnes des premiers niveaux de qualification, on peut aussi transférer un certain nombre de ces enseignements pour des projets concernant d'autres catégories de salariés. D'ailleurs, c'est d'autant plus évident que les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure au titre de l'action 2 là, sur le guide méthodologique finalement qui figurait dans le mode d'emploi sur le recours à des actions de formation, ces préconisations, elles sont directement inspirées de celles qui ont été faites sur l'action que je vous présente en ce moment, puisque cette action-là avait été faite un petit peu avant, et donc on a utilisé ces enseignements pour les diffuser en direction d'un public potentiellement plus large. Donc peut-être vous dire un petit mot sur ce guide RH, qui va être un petit peu la feuille de route de votre structure si vous vous engagez sur cette action. C'est un document assez synthétique, plutôt destiné aux services RH et aux structures de l'économie sociale et solidaire, donc qui va vous permettre d'avoir en une quinzaine de pages les éléments essentiels pour comprendre les enjeux du sujet, et puis surtout pour vous engager concrètement dans une démarche de développement des compétences numériques pour ces salariés en particulier. Donc, vous allez trouver dans ce guide RH deux grandes catégories de contenu. D'abord, des fiches repères, donc qui sont au nombre de 4. Donc, vous aurez notamment une fiche introductive et puis des fiches 1 à 3 qui vont en fait, correspondre aux différentes étapes du projet. Et puis, vous allez trouver en parallèle des fiches outils qui en sont un petit peu le complément naturel. Donc, chaque fiche repère va comporter des éléments de contexte, d'explication, des conseils, des trucs et astuces pour agir. Et puis, elles vont renvoyer systématiquement à des éléments complémentaires, dont, bien sûr, au premier chef, les fiches outils qui figurent dans le même document, mais aussi d'autres ressources. Par exemple, très souvent, les fiches de la collection Les essentiels d'une formation, qui sont vraiment en osmose, on va dire, avec les outils développés dans le cadre de cette action. Et puis, vous aurez également des ressources externes provenant, par exemple, de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, que vous pourrez également consulter sur cette base. Donc, la démarche qu'on vous propose pour vous engager sur cette action, peut-être, c'est d'avoir au départ une petite étape préparatoire pour vous familiariser avec le sujet. Ensuite, peut-être de rentrer dans le vif du sujet justement avec une phase d'anticipation des impacts du numérique sur les activités et les compétences. Ensuite, vous pourrez vous orienter sur l'identification des situations individuelles. Donc là, quand on parle d'identification des situations individuelles, ça va être plutôt tout ce qui concerne à la fois la maîtrise des compétences numériques, mais aussi la maîtrise des compétences de base. Et puis, l'aboutissement logique de votre action, ce sera la mise en place de formations et d'actions répondant aux besoins de cette catégorie particulière de public. Et puis, aussi, il faudra veiller à ce stade à la qualité pédagogique des formations. Donc, au stade de l'étape préparatoire, on va dire, vous avez dans votre guide RH un certain nombre de repères qui vous sont donnés. Donc, bien sûr, un certain nombre d'informations essentielles sont données dans la fiche repère introductive, fiche repère que vous pourrez compléter donc, par la fiche outil 1, besoin de repère.
Donc l'idée dominante de cette fiche repère introductive, c'est vraiment que tout le monde est concerné par la transformation numérique, et y compris, bien sûr, les salariés des premiers niveaux de qualification. La transition numérique n'est pas un phénomène réservé aux personnes les plus qualifiées, à celles qui utilisent au quotidien des logiciels compliqués, etc. Non, non, ça concerne absolument tout le monde. Donc c'est ça l'idée dominante de cette fiche introductive. Et deuxième idée, très importante, c'est qu'il faut veiller vraiment, tout particulièrement, à l'inclusion numérique de ces salariés des premiers niveaux de qualification, notamment parce qu'ils risquent d'être fragilisés face à cette transformation par leur potentielle insuffisante maîtrise des compétences de base. Donc à partir de ces idées un petit peu phares, hein, la fiche repère va décliner justement la démarche à mettre en place, décrire le contenu des fiches repères, des fiches outils à utiliser, vous renvoyer déjà vers un certain nombre de ressources complémentaires, et puis surtout vers la fiche outil 1 qui s'appelle besoin de repères. Donc sur cette fiche outil 1, vous allez vraiment trouver l'ensemble des éléments terminologiques dont vous aurez besoin pour vous familiariser avec cette démarche. Donc notamment avec la définition des compétences de base, de l'électronisme, des usages de base du numérique, et puis vraiment un rappel du lien entre transformation numérique et compétences de base. Donc peut-être justement pour illustrer ce lien, ce qu'on peut rappeler, c'est que classiquement, les compétences de base, elles sont au nombre de 4. Hein. D'abord, l'utilisation de la langue française, ensuite la capacité à calculer, la capacité à raisonner. Et aujourd'hui, à ces compétences de base, a été intégrée une 5e catégorie, justement, qui porte sur la maîtrise des usages de base du numérique. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus analyser la problématique des compétences de base sans intégrer la problématique du numérique. Par ailleurs, bien sûr, comme on l'a dit, l'insuffisante maîtrise des compétences de base peut aussi poser problème pour l'adaptation de la personne à la transformation numérique. Donc peut-être juste une petite précision sur la notion d'usage de base du numérique. Donc ces usages de base du numérique sont au nombre de 5. Donc ils ont été notamment définis par l'Alliance nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc juste, je ne vais pas tous vous les citer. Peut-être pour exemple, on a les compétences, le fait de mener une recherche d'informations en ligne, ou encore la production de contenu textuel simple. Donc ces usages de base du numérique sont au nombre de 5. Donc le véritable lancement de l'action, ça va être la première étape finalement qui consiste à anticiper les impacts du numérique sur les activités et les compétences. Donc pour avancer sur cette étape-là, encore une fois, on va pouvoir s'appuyer sur le guide RH avec la fiche repère 1 et la fiche outil 2. Donc cette fiche repère 1, son axe principal, ça consiste à vous démontrer la nécessité d'avoir une clarification préalable sur les usages de l'outil numérique qui sont attendus dans votre structure, de l'impact de cette introduction de ce nouvel outil numérique sur l'organisation, les conditions de travail, les compétences, et puis l'objectif, bien sûr, de ce travail d'anticipation, c'est à terme de permettre de mieux définir les besoins en compétences et en formation qui seront nécessaires par rapport à l'introduction de cet outil. Donc là encore, vous avez un certain nombre de renvois qui sont faits vers des éléments complémentaires. Vous avez aussi des éléments méthodologiques. Peut-être juste, effectivement, bien sûr, insister sur cette méthodologie, sur le fait que, logiquement, il faut être le plus en amont possible dans cette anticipation. Le fait de même qu'on va essayer d'associer, d'intégrer dans la démarche un maximum de personnes. Donc, au premier échelle, bien sûr, les encadrants, mais aussi les futurs utilisateurs, donc l'ensemble des salariés, finalement. Et puis, aussi, on va insister sur les différents points d'attention à avoir sur cette thématique de l'identification. Donc, il y a trois grands points peut-être à surveiller plus particulièrement. D'abord, les compétences professionnelles qui vont être impactées justement par le nouvel outil. Ensuite, les compétences numériques qui vont potentiellement être mobilisées par rapport à ce nouvel outil. Et puis enfin, les problèmes qui pourraient être posés par l'insuffisante maîtrise des compétences de base. Et donc, vous allez pouvoir trouver justement dans la fiche outil 2
une petite concrétisation en fait, de ces différents points d'attention, avec justement une grille de lecture, une grille d'usage envisagée qui va vous permettre vraiment de cibler ces différents points d'attention. Donc la deuxième étape de l'action, ça va consister à identifier les situations individuelles. Donc là, encore une fois, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre guide RH, donc fiche repère, fiche outil 3, et peut-être, encore une fois, insister sur le fait qu'à ce stade, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a vraiment une diversité des situations individuelles face au numérique. Ça veut dire que vous avez une diversité de situations qui peut tenir un certain nombre de facteurs. Donc, à la fois, bien sûr, l'usage du numérique dans le quotidien de la personne, le recours au numérique qu'elle a pu avoir aussi au cours de son parcours, et puis, bien sûr, comme on l'a vu, son niveau de maîtrise des compétences de base qui peut potentiellement limiter son accès au numérique. Donc, l'objectif de la fiche repère 2, c'est vraiment de mettre en évidence le fait que vous avez vraiment une diversité de situations, qu'à chaque fois, il faudra trouver des réponses et un accompagnement adapté. Donc, cette fiche, donc là, le guide RH va donner notamment aux encadrants un certain nombre d'outils pour avancer sur cette identification des situations individuelles, et notamment à l'intermédiaire de la fiche outil 3. Donc, fiche outil 3 qui va vous donner 3 grands outils à mobiliser. Vous aurez peut-être d'abord des éléments que vous pourrez intégrer dans la grille d'entretien professionnel, justement pour faire le point sur la maîtrise par le salarié des compétences numériques et des compétences de base. Vous aurez ensuite un certain nombre de questionnements qui vont vous être fournis pour repérer plus spécifiquement des fragilités numériques. Donc, par exemple, comme vous pourrez avoir des questionnements du type avez-vous une adresse mail que vous consultez régulièrement, ou encore avez-vous déjà effectué une démarche sur Internet? Et puis enfin, vous aurez une grille d'observation en situation professionnelle permettant plus spécifiquement d'identifier des fragilités avec les compétences de base. Donc là, par exemple, vous aurez des questionnements comme la personne peut-elle facilement dénombrer et rendre compte d'une quantité, ou bien sait-elle déterminer de façon autonome un trajet à partir d'un plan. Donc là, tout ça, tous ces éléments, tous ces outils du guide RH sont avant tout destinés aux encadrants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi la possibilité à ce stade d'identification des situations individuelles de vous appuyer sur un outil qui est plus spécifiquement destiné aux salariés, qu'on appelle le livret Le numérique est essentiel. Et donc ce livret, il va être potentiellement mis à disposition des salariés les plus concernés par cette problématique, et il va leur permettre d'être sensibilisés, d'être éventuellement mobilisés pour accéder à des formations ou un accompagnement numérique. Et puis surtout, il va vous permettre en fait, peut-être de dédoubler en fait, votre source d'information sur les situations individuelles. Donc c'est un outil très important qu'il ne faut pas oublier d'actionner. Donc la dernière étape de l'action, assez logiquement, ça va être le point d'aboutissement, hein, qui est la mise en place d'actions et de formations adaptées au numérique, adaptées à ces publics, et surtout de formations de qualité. Donc là encore, classiquement, vous allez pouvoir vous appuyer sur les ressources du guide RH, donc la fiche repère 3 notamment, et la fiche outil numéro 4. Donc l'objectif de la fiche repère numéro 3, c'est de vous faire comprendre qu'il faut vraiment tirer toutes les conséquences au niveau de la mise en place des actions de la diversité des situations individuelles. Et donc là, cette fiche repère, elle va notamment mettre en évidence en fait, différents profils individuels, et puis justement les objectifs à atteindre pour des formations pour chacun de ces publics, et puis justement les types d'actions à mettre en place en fonction de différents profils. Donc là, vous allez encore avoir des renvois à des outils complémentaires et qui vont en fait décliner justement un certain nombre d'actions correspondant aux différents profils. Donc vous aurez par exemple sur la fiche outil numéro 4 la possibilité, des éléments pour mettre en place une action de médiation numérique au sein de la structure. Donc cette action de médiation numérique, elle peut vous permettre de cibler plus particulièrement peut-être les personnes réfractaires au numérique, et d'autre part les néo-digitaux, c'est-à-dire des personnes qui rentrent tout doucement dans le numérique, mais qui ont besoin peut-être de se familiariser encore plus avec ces outils numériques.
Donc, selon ces profils, vous pourrez avoir plutôt une médiation destinée à développer des attitudes favorables au numérique ou bien faire acquérir ou développer des habitudes numériques. Donc là, au-delà de cette action de médiation, pour répondre aux différents profils qui ont été identifiés, vous allez aussi pouvoir mettre en place des actions de formation diversifiées. Donc là, on a mis en place, dans le cadre de l'EDEC, un outil spécifique pour ce faire, qu'on appelle de façon un peu globale les cahiers des charges. Donc ces cahiers des charges vont vous permettre de passer une commande de formation pleinement conforme aux attendus des parcours de formation innovants et selon 3 modalités particulières, donc 3 types de formations possibles qui vont à chaque fois correspondre à un type de public précis. Donc pour les personnes plutôt réfractaires au numérique, vous pourrez mettre en place des actions de formation de découverte du numérique. Donc ils vont plutôt chercher à dédramatiser le numérique, à développer une appétence pour le numérique. Donc ça va être des formations assez courtes, d'une durée à peu près de 7 heures, pour un petit peu permettre à la personne de lever ses craintes par rapport au numérique. Sur les néo-digitaux, les personnes qui sont plutôt en découverte du numérique, qui ne sont pas hostiles, mais qui ont un petit peu de mal à progresser, vous pourrez mettre en place des formations aux usages fondamentaux du numérique. Donc, je vous le rappelle, c'est 5 usages fondamentaux du numérique définis par la NLCI. Donc, selon votre ambition, vos moyens, vous pourrez vous orienter sur l'acquisition de 3 usages fondamentaux ou de 5 usages fondamentaux. Donc, ça pourra vous amener sur des formations de 28 à 42 heures. Et puis enfin, dernier type de formation possible, la formation aux usages professionnels en outils numériques. Donc effectivement, là, ça va être la formation qui va être la plus ouverte, puisqu'elle va vous permettre vraiment de faire du sur-mesure par rapport à l'outil dont vous avez besoin, qui va être introduit dans votre structure, et par rapport à la spécificité de vos personnels. Et donc là, c'est vraiment la dernière, c'est quelque chose de très ouvert qui va permettre à l'organisme d'épouser au mieux vos besoins. Donc, sur chacun de ces cahiers des charges, en fait, vous allez trouver, le terme de cahier des charges est un peu simplificatif, on va dire, mais vous allez trouver systématiquement un certain nombre de repères, des trames de cahiers des charges et puis des cahiers des charges complétés. Donc, l'idée importante à retenir sur ces cahiers des charges, c'est qu'ils vont intégrer, en fait, un certain nombre de préconisations qui ont été faites dans des documents pédagogiques beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus complets, dont on peut peut-être juste dire un mot, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui, vas-y, c'est la dernière slide de toute façon. Ouais. Voilà, donc peut-être sur ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ces cahiers des charges, ces outils, ces cahiers des charges qui permettent de passer des commandes de formation, en fait, ils intègrent un certain nombre de préconisations qui ont été très détaillées, vraiment mises au clair sur des documents d'ingénierie, donc on peut également consulter. Donc là, vous les avez sous les yeux, ces documents d'ingénierie. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir les consulter puisqu'ils sont à votre disposition, mais l'objectif de ces documents, c'est avant tout de guider l'action des organismes de formation et de permettre à ces organismes de trouver des modalités pédagogiques qui répondent à un certain nombre de critères qui ont été définis notamment par la NLCI et qu'on a jugé comme pertinents pour les publics des premiers niveaux de qualification. Donc peut-être je vais principalement insister ici sur le guide d'ingénierie de parcours, parce que comme vous pouvez le voir par rapport à son code couleur qui est un petit peu plus clair que les autres, ce document-là peut plus facilement être approprié par les services RH et par les dirigeants des structures de l'ESS, alors que les autres sont plutôt vraiment destinés aux organismes de formation. Donc, ce guide d'ingénierie de parcours, donc, il est composé de fiches d'ingénierie, fiches d'ingénierie de formation, donc il y en a 5. Donc, on n'a pas le temps de tout détailler ici, mais en fait, peut-être juste retenir que ce document, il va un petit peu vous livrer des grands principes sur tout ce que doit faire finalement l'organisme de formation aux différentes étapes de son intervention. Donc, avant la formation, pendant la formation et après la formation, c'est-à-dire au stade de l'évaluation. Donc là, peut-être juste vous dire un mot sur les fiches formation 2 et 3, qui donnent des repères sur les principes à respecter en matière de positionnement des salariés
en amont de la formation. Et puis, en matière de préconisation de parcours de formation, donc toujours par l'organisme de formation. Donc, l'idée, notamment sur les préconisations de parcours, c'est qu'on ait, par exemple, une mention assez spécifique, enfin, assez systématique, pardon, des objectifs à atteindre dans le cadre de la formation préconisée, l'individualisation attendue des parcours, peut-être aussi une précision des blocs de formation qui doivent être mis en place, et puis des certifications éventuellement qu'il s'agirait d'acquérir. Peut-être juste aussi vous dire un mot de la fiche d'ingénierie de formation numéro 4 sur les caractéristiques des parcours de formation innovants. Donc là, vraiment, cette fiche-là, elle va vous permettre d'avoir en version condensée tous les grands principes à mettre en place sur les formations au numérique pour ces publics fragiles. Donc, on va retrouver des idées qu'on a déjà un petit peu trouvées auparavant dans notre présentation. Donc, l'idée que les apprentissages doivent être contextualisés, qu'ils doivent être individualisés, que plus précisément les modalités d'individualisation des parcours doivent être exprimées très clairement, et puis aussi avoir aussi des précisions importantes sur la multimodalité, c'est-à-dire sur la façon dont tel ou tel parcours va pouvoir combiner du présentiel ou du distanciel, du digital ou de la formation classique, peut-être des formations classiques et des actions de formation en situation professionnelle, etc. Donc voilà, un certain nombre d'informations dans ce guide d'ingénierie de parcours que vous pourrez assez facilement maîtriser. Donc je passe peut-être sur les autres documents, plutôt destinés aux organismes de formation, mais vraiment peut-être retenez qu'en fait tous ces documents-là, ils ont quand même été très largement intégrés dans le guide RH et dans les autres, notamment dans les cahiers des charges que je vous ai présentés plus tôt. Bien, merci Olivier pour ce panorama complet. J'ai peut-être une petite question pour démarrer, de peut-être rappeler sur quel site on peut trouver tous ces documents, pour préciser la mise à disposition de ces supports. Ton micro est coupé, Olivier. Rubrique service aux adhérents. D'accord, donc sur le site de l'UDES. Peut-être que tu peux couper le partage d'écran peut-être pour changer. Donc, vous êtes invités à poser vos questions si vous en avez. On a abordé beaucoup de choses. C'était assez dense, mais en même temps, ça vous démontre aussi, évidemment, le travail qui a été fait pour apporter des réponses à cette question donc, des compétences, des conditions de travail sur le sujet du numérique et sur les questions d'organisation des structures. Nous vous transmettrons par email le diaporama, ce qui vous permettra aussi de revoir les différents éléments qui vous ont été présentés de façon plus posée, et puis vous laisser aussi digérer tous ces éléments et toutes ces perspectives structurantes pour vos organisations de façon très concrète. Voilà, donc on est disponible pour apporter d'éventuelles questions ou d'éventuelles réponses à vos questions. Donc, je pense que vous pouvez déverrouiller votre micro et puis déverrouiller votre caméra éventuellement. Vous pouvez également utiliser la main levée dans réaction en bas de l'application pour pouvoir prendre la parole. Et peut-être pas de questions, c'est que c'était suffisamment exhaustif. Après, il est déjà midi 10 presque, donc c'est l'heure de la pause méridienne. Donc, il n'y a pas de questions. Olivier, je te laisse conclure. De toute façon, n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées, les coordonnées de l'UDES. Sur le site internet de l'UDES notamment, vous avez les coordonnées de toute l'équipe. N'hésitez pas, si vous avez des questions au cours des prochains jours, on vous répondra évidemment. Vas-y Olivier, je te laisse conclure. Oui, pour conclure, peut-être juste vous dire qu'effectivement, on vous invite vraiment à vous saisir de ces outils en fonction de vos priorités et de vos moyens. Donc, bien sûr, la solution la plus évidente, c'est peut-être de vous tourner
l'autodiagnostic de maturité numérique. Donc ça, c'est un petit peu à la portée de toutes les structures. Ensuite, peut-être en fonction du profil de vos salariés, vous aurez peut-être plutôt vocation à vous tourner soit sur l'action 3 si vous avez un certain nombre de publics des premiers niveaux de qualification, soit peut-être vous tourner plutôt sur l'action 2 qu'on vous a présenté si vous avez des salariés de profil un petit peu plus classique ou un petit peu plus niveau de qualification supérieur. Donc vraiment, voilà, encore une fois, on insiste sur le fait que tous ces outils peuvent être voilà, utilisés indépendamment les uns des autres, vraiment en fonction de vos besoins spécifiques. Donc bien sûr, comme on l'a dit, toutes les ressources sont disponibles sur notre site. Vous avez également la possibilité de trouver un grand nombre de ressources complémentaires sur le site d'Uniformation. Donc comme je l'ai dit, vous allez pouvoir trouver les fiches, notamment les essentiels, sur la question de l'inclusion numérique des salariés des premiers niveaux de qualification. Vous allez pouvoir aussi trouver un certain nombre de rapid learning qui ont été élaborés dans le cadre de l'EDEC par Uniformation et par l'UDES. Vous allez bien sûr pouvoir vous tourner vers les conseillers de l'OPCO et cohésion sociale qui ont été assez largement sensibilisés à toutes ces questions. Et puis, encore une fois, du côté de l'UDES, nous, on est aussi toujours en action sur le sujet du numérique, puisque, comme vous l'a dit tout à l'heure Sébastien Darrégran, on travaille toujours à la négociation d'un accord relatif à l'impact du numérique sur les conditions de travail et l'emploi dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est une négociation qui est en cours actuellement sur le sujet du numérique avec les organisations syndicales de salariés pour conclure un accord au niveau multiprofessionnel. Et ce qui est peut-être important aussi à noter pour vous à ce stade, c'est qu'à l'issue de la signature de cet accord, on devrait avoir l'élaboration par l'UDES d'un guide du numérique qui pourrait être mis à destination des branches et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, un grand nombre de ressources, encore une fois, pas forcément évidentes d'accès au premier abord, mais le PowerPoint qu'on va vous transmettre vous permettra peut-être aussi de rentrer en douceur dans ces documents avant de les consulter vous-même et peut-être de travailler plus en amont, plus en avant sur ces sujets. Merci Olivier, merci à toutes et tous pour votre participation. Nous vous souhaitons sans doute un bon appétit, un bon week-end. À très bientôt pour d'autres rendez-vous UDES au cours des prochaines semaines. À la rentrée, vous aurez aussi un certain nombre de webinaires et de rendez-vous qui vous seront proposés jusqu'à la fin de l'année. On est en train de finaliser tout ça, donc ce sera l'occasion également d'avoir d'autres temps d'échange, d'autres focus sur d'autres thématiques, d'autres sujets employeurs, évidemment. Donc, voilà, merci à toutes et tous. Et puis, à très vite. Merci, Olivier.